J'ai le plaisir et l'honneur de clôturer avec toute une bande de personnes qui travaillent sur le marché de la musique, qui sont présents et réunis aujourd'hui, qui viennent de France et aussi d'Europe, d'autres pays. Nous allons parler de quoi? De streaming. Plus précisément, on a eu la chance d'accueillir tout à l'heure à 14h20 deux artistes nantais qui nous ont livré leur vision de l'arrivée du digital, qu'est-ce que ça a provoqué, qu'est-ce que ça a changé, quelles sont les pistes pour le futur. Je vais faire juste un rapide brief sur la musique. Pourquoi la musique a été créée? La musique a été créée au tout début par les premiers hommes pour être une expérience à plusieurs. Et puis un jour, des gens intelligents ont commencé à stocker la musique pour la transmettre, même si c'était libre d'interprétation. Les grands compositeurs ont inventé les notes, les partitions. Et un jour, un monsieur encore plus intelligent, Thomas Edison, a inventé le phonographe, soit la reproductibilité infinie de l'écoute de la musique. Et là, on arrive d'un seul coup au XXe siècle sur une grosse évolution techno, où globalement, on passe du phonographe à l'usage du streaming, notamment audio, passant par le vinyle, cassette, etc. Donc un grand changement en très peu de temps, technique, une dématérialisation progressive en termes de support, et c'est aujourd'hui, on a donné donc aux gens, et à tous, à nous tous, accès à tout d'un seul coup sur ce marché, qui était sûrement un des premiers marchés qui a été disrupté, qui a accueilli le digital, sans beaucoup forcément d'intelligence, mais les gens ont commencé à stocker de la musique sur des disques durs, des terras de données, et ont commencé à écouter cette musique et ont eu accès gratuitement à la musique, là où avant, religieusement, ils payaient leur vinyle ou leur CD, ils le mettaient religieusement dans leur platine, et c'était quelque chose de fort pour nous tous. Ce qui fait que globalement, aujourd'hui, les gens, on est tous devenus un peu centrés sur soi-même dans l'écoute de la musique, mais les choses vont changer parce que des acteurs portent des visions différentes et organisent le marché, même si ça a été long à organiser. Donc le streaming. Streaming, vous connaissez tous le fonctionnement. C'est un marché qui aujourd'hui, sur l'audio, est... le leader est Spotify en termes d'utilisateurs payants, mais il existe une multitude et la plus grande source d'écoute de la musique en streaming, c'est YouTube et pas Spotify ou Apple Music. Donc aujourd'hui, il y a une grande guerre dans le streaming, notamment pour les particuliers, où s'affrontent Deezer, Apple Music, Spotify, Tidal, Pandora, etc., etc. Donc beaucoup de monde. Donc j'ai le plaisir d'accueillir toute une bande de personnes qui travaillent sur ce domaine, dans différents domaines, soit techno, soit sur l'usage, soit sur la recommandation, soit sur l'intelligence de la musique. Et je vous demande de les accueillir chaleureusement. On va rapidement, pour que vous puissiez situer les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui ont accepté cette invitation. Nous allons commencer par Henri-Pierre Mousset, qui est tout au bout là-bas. Je te laisse te présenter et surtout présenter ce que tu as fait dans la musique et ce que tu fais aujourd'hui. Merci Anthony. Moi je suis le local de l'étape de Nantes, de Vendée, d'Angers. Je vends du MP3 sur Internet depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui avec Wiseband. Wiseband, c'est une plateforme de direct to fan qui permet aux artistes de vendre eux-mêmes leur musique sur leur boutique, sur Facebook, et de distribuer leur musique sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Wiseband, c'est 20 000 artistes aujourd'hui, 300 000 fans et plusieurs millions d'euros reversés aux artistes. Nous générons des revenus aux artistes. C'est un peu le sujet, je pense, aujourd'hui, du streaming. Moi-même, j'ai une position d'observateur. Tout ça, ce travail me donne une position d'observateur très intéressante. Je vois des artistes qui émergent, d'autres qui ont du mal à émerger, une majorité, vous vous en doutez. Et je vois surtout une créativité musicale
comme sans précédent, énorme, et ce n'est pas la crise de l'industrie de la musique qui nuit à cette créativité. Je vois des énergies partout pour créer de la musique, pour faire des concerts. Je vois aussi des fans, des auditeurs, vous certainement, qui en écoutent de plus en plus. Et je suis très optimiste sur le fait qu'à la fin, on va trouver un arrangement pour qu'on puisse écouter de la musique, sans doute pour pas très cher, et qu'on puisse continuer à créer de la musique en vivant, en faisant une profession, comme cet art le mérite certainement. Un dernier truc sur Westband. Aujourd'hui, on est en marque blanche, on travaille en back-office pour les artistes. Et demain, on veut, avec Band FM, un site qu'on sort dans quelques mois, travailler avec vous les fans. Et on sort une campagne de crowdfunding vendredi à ce sujet-là. Suivez-nous sur Ulule. Formidable. Henri Pierre a oublié de dire qu'il est en plus le fondateur du plus vieux label de l'ouest de la France qui s'appelle Yotanka, qui était basé à Angers, qui distribue des groupes comme Zenzile, Van Parias, etc. Vraiment de la scène indé, vraiment de très bon niveau. Et ça, c'est bien. Bravo. Et il existe toujours, ce label, après plus de 10 ans. Nous accueillons également ici même Laurent Bouquet-Deschaux, qui représente la société Seven Digital. Oui, bonjour à tous, bonsoir. Moi, je suis tombé dans le streaming il y a longtemps, il y a 10 ans maintenant, avec les prémices. Je représentais à l'époque, j'ai créé la société Snow White qui, dans l'industrie de la musique, se met entre les marques et l'industrie. C'est-à-dire qu'on distribue de la musique en B2B, musique légale. Et la démarche intéressante, c'est que cette société a vécu parfaitement pendant 10 ans en France et vient d'être achetée par Seven Digital, qui est notre plus gros compétiteur à l'échelle mondiale, qui a su trouver dans les équipes de Snow White un savoir-faire technologique qu'il manquait à nos amis anglais. Donc là, on a ce que la France sait faire de meilleur, c'est-à-dire des équipes, des formations, des équipes techniques, de très bons ingénieurs, des très bons financements pour mettre au point de la technologie, mais on a également le côté un peu limité du savoir-faire financier français, qui est qu'à un moment donné, quand on veut donner une dimension internationale à ces équipes, il faut passer par un rachat d'une structure plus importante à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de représenter effectivement Seven Digital, qui a donné une dimension mondiale maintenant à un savoir-faire B2B dans l'industrie de la musique. Qui est probablement le plus grand aujourd'hui, c'est ça, Laurent? Le plus grand provider mondial de streaming B2B. Oui, c'est le cas, effectivement. C'est le cas. Ce sont des Anglais, ils sont formidables. Alors, en France, on connaît mal les structures intermédiaires B2B, mais nous sommes derrière des sites comme la FNAC, Jukebox de la FNAC, derrière Réglo Musique de Leclerc, derrière les offres So Musique de la Société Générale, de la Poste Mobile, etc., etc. Ok, super, merci Laurent. Nous accueillons également François, qui représente Plazer. Tu nous en dis quelques mots, François? Oui, je vais vous parler de Plazer rapidement. Mais avant ça, juste préciser un peu sur moi. Je travaillais initialement chez Orange. J'étais chef de produit musique. Je travaillais sur un music store. D'abord, on vendait des titres à l'acte pour le téléchargement. Et puis, on avait lancé un des premiers partenariats entre un opérateur de télécom et une plateforme de streaming, donc le fameux partenariat avec Deezer, il y a quelques années maintenant. Et donc, après l'audio, puisque ces services sont dédiés à l'audio, je suis passé à la vidéo, Plazer. Je suis maintenant en charge de Plazer, donc j'ai quitté Orange, qui est une plateforme de streaming dédiée à vidéo, musique. Donc on parle des clips vidéo, des concerts, des backstage, des interviews, etc., etc. Et Plazer vient de deux mots, ça vient de playlist et plaisir. On a créé Plazer. En gros, c'est l'équivalent d'un Spotify, d'un Apple, d'un Tidal, mais version vidéo. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités, c'est sans pub. Vous pouvez télécharger vos contenus, vous avez accès sur tous les écrans. On est assez content parce qu'on a lancé depuis quelques mois un partenariat avec Orange sur la TV et avec Bouygues Telecom sur leur B-Box. On est leur partenaire vidéo-musique sur ces écrans TV. Donc vous cliquez sur votre menu de la télécommande et vous avez toute votre musique en vidéo.
Et puis là, pour juste finir, on a un super partenariat qu'on vient de lancer avec Warner et TF1 Publicité pour le lancement des nouveautés, dans lesquelles on va avoir une petite exclusivité des artistes, de certains artistes de Warner, avec un player qu'on leur met à disposition avant des publications sur d'autres plateformes de streaming. Voilà. Oui, pour résumer, ces artistes-là seront sur ta plateforme avant YouTube, c'est ça? Sans prononcer le mot, mais oui. Tout à fait. C'est cool, c'est super. C'est une alternative, parce qu'il faut quand même préciser que YouTube reste quand même le meilleur outil pour générer de l'audience. Plus gros. Voilà, nous, ce que souhaitent les artistes, c'est créer un player dans lequel ils vont pouvoir amener à monétiser leurs services, donc créer des abonnés, puisque les abonnements permettent de ramener plus de revenus à l'industrie de la musique. Voilà. Merci François. Eric, tu nous parles. Eric est le CEO de Quant et a lancé un truc formidable il y a très peu de temps, une brique supplémentaire sur Quant, sur la partie musique. Tu nous en parles, Eric? Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Quant, Quant.com, c'est un moteur de recherche qui ne vous traque pas, qui ne garde pas vos données. Et Quant Music, évidemment, ne garde pas non plus vos données et vous donne accès au maximum de données sur vos artistes préférés. Ça va être leur actualité, tout le web, les vidéos, mais aussi la possibilité d'écouter des playlists. Alors, soit avec des gens comme Pleasure, si on s'accorde, soit avec d'autres, mais plaisir. La possibilité, avec grand plaisir, de vous donner l'ensemble des possibilités d'un artiste. Et demain, la possibilité d'acheter des places de concert et aussi la possibilité d'écouter et de regarder tout ce que vous pouvez obtenir de la musique elle-même. Donc notre idée, c'est vraiment de faire un moteur de recherche vertical dans le monde de la musique qui va non seulement montrer les artistes, mais aussi comment apprendre à jouer de la guitare, mais aussi comment trouver quelque chose. Et, si vous aimez Michael Jackson, Heart, vous n'aimez pas forcément Janet Jackson. Donc voilà ce qu'on a fait, on va le développer un peu après. Mais voilà ce qu'on a fait pour vous tous, c'est disponible, c'est gratuit, c'est en ligne. Et puis pour finir, ce vertical-là, il a une petite particularité. On a aujourd'hui eu la possibilité de faire déjà des partenariats avec HP Universal Monde, avec une application qui s'appelle HP Lounge, où nous donnons l'ensemble de nos datas pour que leurs 60 000 artistes puissent obtenir une vraie visibilité sur leur application. Donc si demain vous voulez créer des applications dans le monde de la musique, on vous fournit les API. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là, avec des partenaires comme Musimap à côté, et puis autre chose à venir tout à l'heure. Super, merci Eric. Nous accueillons les Belges, la Belgitude, c'est ça, de Musimap, qui viennent nous parler d'intelligence. Je suis le plus helvète des Belges, mais néanmoins la compagnie est basée à Bruxelles, à Liège et à Berlin pour avoir un positionnement international. Donc je suis Vincent Favral, je suis le CEO de la compagnie de technologie cognitive Musimap, qui révolutionne la recommandation musicale sur la base d'un algorithme humanisé. Aujourd'hui, on a une promesse du digital qui est sidérante, qui est vertigineuse, l'accès à 50 millions de titres à un clic de souris, mais les catalogues qui sont offerts par tous les streamers sont les mêmes, le service qui est offert par les streamers sont les mêmes, et les méthodes de recommandation qu'ils offrent sont de deux types. C'est la curation humaine qui ne peut pas être, dans le fond, amenée à l'échelle. On ne peut pas couvrir la diversité de l'humain par de l'humain, même si on engage des armées de curateurs comme Apple Music le fait. Et puis d'un autre côté, la position algorithmique classique avec une approche statistique. Et ça, c'est très limité parce que ça offre un effet miroir qui est très ennuyeux. On se voit recommander des artistes qu'on connaît déjà. On se voit dans le même costume d'époque alors qu'on souhaiterait, dans le miroir, s'apercevoir dans un outfit extravagant auquel on n'aurait jamais pensé mais qui nous va comme un gant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tomber ces approches superficielles, on va plus loin, on mélange les sciences molles aux sciences dures et on a créé une lexicologie de 11 332 mots pour couvrir toutes les nuances d'émotions. On gère 400 complexes moods, donc 400 humeurs complexes, sans situation d'écoute. Je ne suis pas un jogger, j'apprécie beaucoup Spotify dans leur running app, mais néanmoins on a une vie qui est pleine de situations, on doit pouvoir les gérer. Donc c'est notre proposition et je suis très heureux d'être avec des partenaires qui vont au-delà du streaming traditionnel également pour finalement permettre à la musique de se libérer de ses chaînes et de prendre sa réelle valeur dans la chaîne de produits. Merci Vincent. J'ai le plaisir également d'accueillir les membres du collectif Opéra. Ce sont des artistes nantais parce qu'on voulait
un contrepoids. C'est bien de discuter d'un marché entre professionnels ou entre gens qui essayent de faire des choses dessus, mais c'est aussi super important de discuter avec les gens qui créent du contenu, qui créent de la valeur, sans quoi tout ça ne servira à rien et ne serait pas très, très intéressant. Je vous laisse vous présenter. Le contrepoids. Alors nous, c'est donc Grégoire et Eva. On a créé le groupe Moonguy en 2008, qui est un groupe d'électropop en français. Et c'est un projet avec lequel on a sorti 2 EP et un album chez Warner Music France, après un parcours en autoproduction. Il y a 7 ans, on a également fondé le studio d'enregistrement et label haut de gamme Zen Park Studio à Nantes, qui nous permet d'enregistrer nos créations personnelles, mais également qui nous permet de travailler sur la réalisation d'autres albums, d'autres artistes, ou encore la production de créations musicales pour de l'habillage sonore de radio, pour des musiques de films, de courts-métrages et de making-of. En 10 ans, on a eu aussi la chance d'être appelé sur de nombreuses collaborations pluridisciplinaires en France comme à l'étranger. Et donc après un parcours de plus de 10 ans de tournée, de production discographique pour nous et pour d'autres artistes, après ces collaborations aussi riches que décloisonnées, on a fait le point il y a 2 ans avec Greg sur ce qu'on voulait faire à présent et sur ce qui allait nous faire rêver pour les 10 prochaines années. Et on s'est aussi un peu posé la question de savoir comment contribuer à l'édifice de notre monde en tant qu'artiste. On a alors commencé à imaginer un spectacle, une expérience, une histoire qui raconte la quête de sens d'un jeune homme de 25 ans et qui aborde les questions du vide intérieur, de l'obsession de soi, du religieux, mais aussi des nouvelles technologies. On s'est demandé comment raconter cette histoire en musique. Et la réponse a été la suivante. Nous allons monter, et nous sommes en train de le faire, un opéra ultra-moderne, électro-orchestral. Et il s'appelle Le jeune homme et la nuit. C'est donc un spectacle transdisciplinaire qui accueillera sur scène chant, musique électro-orchestrale, cinéma, théâtre, dessin, captivité et interaction digitale. Et le tout permettra de faire vivre aux spectateurs sensoriellement cette épopée d'anticipation de 2 heures. Et pour réaliser ce spectacle, nous avons créé du coup le collectif Opéra qui réunit 30 artistes venus d'un peu partout en Europe, de toutes les disciplines, mais aussi des gens issus du monde de l'entreprise, des nouvelles technologies, des ingénieurs, etc. Puisque pour la partie application smartphone, puisque nous développons un logiciel qui va nous permettre de prendre en otage les smartphones d'une salle et d'utiliser toutes les ressources de l'appareil comme outil de spectacle vivant. Donc pour ça, on a réuni une équipe qui est de plus en plus large. Voilà. Alors j'ai une première question, elle s'adresse à vous. Qui ici utilise du streaming pour écouter la musique? Yeah. Ok. Qui ici achète des CD? Ok. Qui ici achète des vinyles? Ok. Bon. Tu vois, Henri-Pierre. Il y a de l'espoir. Formidable. Aujourd'hui, effectivement, le monde a changé et très très vite. Quand on parle aux jeunes générations, clairement, quand vous leur parlez de jukebox, quand vous leur parlez de cassettes audio, ils vous font « c'est quoi ce bout de plastique? À quoi ça sert ?» Tout a été dématérialisé très très rapidement. Et aujourd'hui, on doit réorganiser ce marché en créant quelque chose d'intelligent entre les artistes, ceux qui détiennent les catalogues, mainstream ou indé, et ceux qui donnent des briques d'intelligence, d'organisation de cet écosystème, ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu, vous tous, et vous êtes dans le marché, les choses, on a des âges différents, on a vu des choses différentes. Moi, je n'ai pas connu physiquement, par exemple, le jukebox, mais vous avez vu ce changement très rapide. Comment vous l'avez vécu? Et on va commencer par les artistes. Comment avez-vous vécu le fait d'un changement d'usage chez les personnes, et quels que soient d'ailleurs les âges, parce que finalement, aujourd'hui, des personnes de plus de 60 ans ont aussi basculé sur de l'écoute en streaming, parce que les les réseaux sont meilleurs, les téléphones fonctionnent bien, les catalogues sont immenses. Comment vous avez vécu ça Alors nous, on a bizarrement pas franchement vécu la transformation, dans le sens où Napster, c'était il y a 17 ans, moi j'y étais, j'avais 13 ans.
Donc, on est né, nous, avec déjà une multiplicité de supports et la consommation gratuite de la musique ou semi-gratuite de la musique. Je pense qu'on est la première génération qui l'a vécu avant même d'imaginer en faire un métier. Donc, ça nous place dans une situation un peu particulière pour répondre à cette question. Après, il faut dire que quand on a commencé, il y a 13 ans, on vendait des albums et ça faisait partie des revenus de l'artiste. L'artiste n'avait pas besoin d'être signé sur une major ou d'avoir une reconnaissance nationale pour pouvoir vendre des disques en sortant des concerts. Et ça a quand même, il y a une pratique, un usage qu'on voit bien qu'il a changé, quoi. Après, il y a une diversification aussi des produits dérivés. Donc ça peut être un autre apport, mais le streaming n'est pas venu remplacer les revenus que générait la vente de disques pour les artistes. Ça, c'est une certitude. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais par contre, ça a permis le retour du live. Les artistes ont été obligés, parce qu'il y avait une partie des artistes qui en fait enregistraient des albums dans des studios et ont utilisé à une certaine époque du playback. Et ces mecs-là, et ces gens-là, ces artistes, nous ne les voyons jamais dans des festivals ou sur scène, dans des salles de concert. Et pourtant, ils vendaient des millions d'albums et récoltaient une grande partie de l'argent collecté par les institutionnels comme la SACEM. Donc c'est peut-être une vertu. Ça a permis à certains d'être obligés de refaire du live, de faire un travail pour certains. Hein? Oui, je t'en prie. Je modérerai un petit peu ça, puisqu'aujourd'hui, le DJ est par essence quelqu'un qui fait du disque en studio et qui diffuse la musique des autres sans faire de live. Et on constate, à mon sens, au contraire, une diminution des pratiques live collectives pour retrouver une concentration, vu les questions économiques qui se posent dans nos secteurs, avec des projets, avec peu de personnes sur un plateau, qui jouent de la musique enregistrée. Donc je trouve que la question du retour du live est paradoxale et ne me semble pas tout à fait juste aujourd'hui, en tout cas de notre point de vue. Ok. Ouais, ce qui est paradoxal Pierre, par rapport au live, Anthony, c'est vrai que les grosses têtes d'affiche sont revenues sur les circuits du live et ça fait plus de concurrence. Et donc au final, on voit moins d'artistes émergents et autoproduits dans les festivals, dans les grandes scènes, parce que ces places sont trustées par les groupes qui reviennent après 30 ans que vous connaissez. Sur ta question, comment on a vécu ça? Moi, je vendais des CD avant Napster et c'est personnel, j'ai vécu ça plutôt comme une opportunité pour les artistes pour lesquels je travaille de trouver une audience dans le monde entier, sur la planète. C'est ce qui m'a poussé à créer Wiseband, à faire ce que j'ai fait. Et en fait, c'était plus difficile que ça. Il ne suffit pas d'être présent pour être écouté. Il y a encore plein de ressorts à trouver et à inventer. Le streaming, aujourd'hui, avec le streaming, on commence juste à arriver, 15 ans plus tard, à avoir un retour sur cette opportunité de se faire écouter au Chili ou n'importe où. J'ajouterais juste que le CD, c'est encore plus de la moitié des revenus des artistes et des labels en France, et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous avez une opinion sur... Moi, il m'est arrivé quelque chose de particulier. J'ai déménagé à Berlin il y a 7 ans de ça. Et comme tout mélomane, j'ai déménagé avec ma collection de disques. C'est plusieurs milliers de disques. Et j'ai emménagé et je n'ai plus touché ces disques. J'ai complètement bloqué. C'est-à-dire que d'un côté, je n'avais plus la relation de prendre cet objet de plastique et de le mettre dans mon lecteur. Et d'un autre côté, le streaming ne m'offrait pas la recommandation ou la découverte musicale que je souhaitais. Donc je me suis trouvé dans un no man's land sonique, qui m'a bien sûr pas convenu du tout. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé pleinement à la constitution de Musima. Et d'ailleurs... Et moi, par rapport à ça, j'ai besoin, je souhaitais voir des outils de recherche importants, notamment des moteurs de recherche, qui puissent s'engager dans une autre vision des choses pour libérer la musique et les artistes et donner un mode de rémunération aussi qui soit plus correct. Oui, parce que je crois que Musimap a été créé finalement pour revivre l'expérience d'un monsieur qui est rentré chez son disquaire et qui, à une certaine époque, le disquaire le connaissait et lui disait « Hey, va au fond à gauche, tu vas trouver les vinyles et les artistes que tu ne connais pas et que tu vas adorer. » Tout à fait, la clarté. Le vieux monde avait
la musique était emprisonnée par le support physique, mais il y avait une clarté qui était intéressante. C'était des canaux traditionnels, les radios, les labels qui nous amenaient la musique. C'était limité soit, mais il y avait une clarté. Maintenant, avec le streaming, on a perdu cette clarté. Le son est moins bon que du bon vieux son vinyle. Et puis, on n'a pas de boussole musicale pour se retrouver. Et si on parle du streaming, si on parle de YouTube, donc de Google et de SoundCloud, par exemple, ce sont des plateformes qui ont un trafic considérable, mais qui n'ont pas rémunéré les artistes à la hauteur de leur talent et des efforts et des émotions qu'ils ont mis dans leur musique. Et là, je suis ravi de lancer un partenariat avec Quant sur ce plan-là, parce qu'il y a une nouvelle optique sur ça, d'avoir une sensibilité européenne sur ces questions. De notre côté, bon, nous on arrive, donc on a profité de tout le travail de tous les autres, mais moi ce que j'aime beaucoup dans la disruption qu'amène aujourd'hui le web, c'est la capacité à aller encore plus loin quasiment tout le temps. Là, maintenant, on est en train de faire un partenariat avec le MIT sur les blockchains, en plus de partenariat avec Musimap, en plus de la possibilité de faire partenariat avec chacun d'entre vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est que les gens, après avoir écouté juste de la musique en streaming, ont envie de choses, ont envie de plus, ont envie d'écouter le concert, ont peut-être envie d'acheter le MP3, mais cette fois de bonne qualité avec un autre son, ont peut-être envie de conserver les choses, ont peut-être envie d'entendre la playlist de la Poste parce qu'ils l'ont eu. Donc en fait, après avoir cette concentration qui semble inéluctable, qui semble bloquée, qui semble être complètement figée, j'ai entendu tout à l'heure, le meilleur c'est YT, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en fait c'est le plus gros, c'est tout. Et sur le meilleur, s'il n'y avait pas Vevo, il serait meilleur de rien, il n'y aurait que de la M. Voilà, donc résultat, la vraie chose, c'est ce qui est en train de se créer. Et ce qu'ils sont en train de créer pendant 2 heures, tout à l'heure, ça m'a donné super envie de le voir, parce que c'est un délire qui colle à l'Internet, au truc, à tout, à l'opéra, à plein de choses. C'est une expérience. Et ça, c'est les choses que vous êtes en train de créer aujourd'hui. Mais là, tout à l'heure, on discutait, le monsieur qui est là, il est plutôt très modeste, mais à 19h, il lance un truc voilà, qui va être la possibilité pour tout le monde de créer des radios, de créer sa propre radio, sa propre expérience live, de la lancer partout. Et ben moi, forcément, je la mets sur Quant, c'est un délire. C'est une expérience qui est délirante. Donc Soundbox sur Quant, les autres sur Quant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de créer autre chose et ça se sent, ça se voit. Si moi je lance Quant Music, c'est pas juste pour dire voilà, l'autre il a pas fait, alors moi je le fais. Non, ça, on a envie d'avoir de l'expérience, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on a envie de pouvoir acheter le petit indé, les 30 000 dont tu me parles, j'ai juste envie de savoir qui c'est, et j'ai surtout besoin de ce type de techno-là, ou de ce type de délire-là, et de ce type d'invention-là et d'artiste-là, pour créer quelque chose que vous avez envie d'aller voir avec tout votre être, en tant qu'humain. Et donc, vous allez avoir besoin de recommandations. Et la recommandation qui consiste à dire, j'aime, je parlais de Michael Jackson tout à l'heure, voilà, et hop, je vais aimer maintenant tel artiste que toi tu as, parce qu'il a le même rythme, parce qu'il a le même type de guitare, parce qu'il a tout un tas d'infos. Lui, il en a des centaines, mou, dur. Vous avez entendu tout à l'heure, ça ressemblait à un truc, journal du hard. Ben non, c'est des technos. Et tout ça, ça permet d'aller quelque part. Voilà. Donc ça, c'est une vraie envie qu'il y a aujourd'hui. Et il faut que ça réexplose. Et le blockchain va permettre demain de payer tous les artistes. Donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous avez à mettre. Vous devez l'amener, vous les artistes, mais vous les gens. Parce que ce que vous aimez, ça a de la valeur. Ce qui l'amène, ça a de la valeur. Et il faut le mettre sur des plateformes qui ouvrent, pas qui ferment. Et tu utilises un mot-clé, j'aimerais avoir un rebond là-dessus et vos avis, qui est la notion d'expérience. Aujourd'hui, il y a eu probablement une digestion lorsque la musique a été en accès libre, gratuite, à un moment donné, qu'on n'a pas vu venir sur le marché de la musique, on n'a pas vu que le deal avec iTunes allait découper la musique en plein de morceaux, qu'on n'écouterait plus les albums en entier, tout ça on l'a pas vu. C'est normal, c'était tellement nouveau. Mais sur cette notion d'expérience, comment vous la vivez-vous auprès de... par rapport aux services que vous créez, par rapport aux plateformes que vous proposez, par rapport à vos clients, quelle est votre vision de la musique / expérience? Comment vous positionnez sur... voilà. Et j'imagine que pour les artistes, c'est toujours une expérience qu'on essaye de proposer à ses fans. En fait, tout reste à faire. Tout reste à faire si on considère que le CD laisse la place momentanément à du streaming, en n'opposant pas les choses de toute façon, puisqu'on a vu tout à l'heure très intéressant, on achète encore du CD,
On achète pour faire plaisir, on achète pour conserver, on achète quand l'émotion est là. Quand l'artiste a su nous mettre dans une note d'émotion, on va acheter pour continuer ma relation avec l'artiste. Concernant le streaming, qui est un nouvel outil, qui est un nouveau flux, qui est un nouveau mécanisme de diffusion, on a des nouveaux usages, comme la mobilité, mais tout reste à faire dans comment je vais l'utiliser dans ma vie de tous les jours. Comment je vais arriver à le monétiser. Comment je vais arriver à en faire quelque chose qui me rend service. On a beaucoup trop d'informations. On a 50 millions de titres, on a des milliers de bios. Tout ça arrive à profusion, mais concrètement, dans ma vie de tous les jours, en mobilité, comment je l'utilise. Et les startups ont un espace à prendre aujourd'hui pour nous inventer, pour nous donner envie d'aller profiter de cet ensemble d'informations. Et du coup, on arrive à un vrai sujet qui est quelle place ont les startups dans l'industrie de la musique. C'est-à-dire que voilà, un sujet qu'on pourra aborder un petit peu plus tard. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque The Econest, le duo, le couple Econest Spotify. The Econest, qui est une intelligence qui a été rachetée américaine par Spotify. Qui a été racheté pour 100 millions de dollars il y a 2 ans de ça, en 2014, vient de fermer son accès API aux startups qu'il employait. C'est 1000 compagnies qui avaient accès à un écosystème qui leur permettait d'innover. Et sur ce plan, nous, on est très sensibles à ça et on va mettre, avec notre nouveau partenaire Cobuzz, donc du streaming haute résolution et du e-commerce sur Xandri, à disposition des développeurs et des compagnies, une solution qui soit plus poussée que ce que The Econest proposait, notamment en offrant les notions d'émotion, de relation et d'influence, puisque sans ces 3 dimensions, la musique n'est pas grand-chose. Donc on va pousser ce côté-là. Et je pense que c'est clé. Parce que l'écosystème musical, la musique en tant que telle est un petit marché. Quand on est trop dedans, on ne le voit pas, mais c'est 15 milliards de dollars. Si c'était 27 milliards il y a une quinzaine d'années. Donc il a fondu en 2, mais c'est un marché qui est relativement petit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la perception subjective de la valeur de la musique est très, très élevée, mais le prix que les clients sont d'accord de dépenser est restreint. Par contre, si on va dans le B2B, comme Seven Digital le fait, si on va dans le Search Engine, c'est un marché de 120 milliards de dollars. Si on va dans la publicité, on est à 550 milliards. On touche des marchés beaucoup plus importants, l'industrie automobile. Il faut libérer la musique et que les compagnies et le gâteau deviennent à nouveau plus gros. La technologie est une fantastique opportunité, il faut la saisir et faire en sorte qu'on ait plus d'argent et que la chaîne de valeur soit mieux répartie. Les artistes aujourd'hui sur les sociétés de collection de droits, cela ne fonctionne pas assez bien, il n'y a pas assez de disruption, ils ne sont même pas capables de s'entendre sur un standard international qui est appliqué. La technologie va connecter le consommateur à la musique de façon beaucoup plus directe. En tout cas, moi j'ai un grand espoir sur ce plan-là. Eva et Greg, vous, la notion d'expérience, comment vous avec l'arrivée du digital, vous travaillez sur de la vidéo, probablement que vous avez dû faire des collaborations qui touchaient d'une façon ou d'une autre le numérique. Comment vous percevez tout ça? Et est-ce que pour vous c'est une menace? Est-ce que c'est plutôt des champs d'opportunités pour le futur en termes de collaboration, de mélange de collaboration? Comment vous vous positionnez là-dessus? Enfin, c'est un outil absolument génial. Je pense que nous, d'un point de vue culturel déjà, ça nous ouvre beaucoup de portes. Forcément, quand on est créatif, on a besoin de se ressourcer en permanence, d'aller voir ce qui se fait, de comprendre quels sont les mouvements. Donc on est les premiers consommateurs. Ça a été absolument génial, je pense, les premières années dans les opportunités, c'est-à-dire que pouvoir diffuser une vidéo nous-mêmes, diffuser de la musique, rendre notre musique accessible à un grand public, c'était génial. Avec la multiplicité des plateformes, c'est devenu beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut être présent partout. Donc nous, ça veut dire ouvrir des comptes sur tous les réseaux sociaux dès qu'il y en a un qui sort, sur toutes les plateformes de streaming dès qu'il y en a une qui sort. Ça veut dire être noyé dans la masse, ça veut dire mettre en place des stratégies adaptées aux plateformes à chaque fois en termes de diffusion et de production de contenu, parce qu'on sait bien que les gens vont voir différents contenus sur différentes plateformes. Donc si on est malin, il faut adapter son contenu artistique aux plateformes. Du coup, ça retourne un peu pour nous la problématique au bout d'un moment, c'est-à-dire que cette masse qui était une grande opportunité est devenue une sorte de contrainte pour nous dans la façon de travailler. J'en profite juste pour poser 2-3 questions, parce qu'on n'a pas souvent forcément l'occasion de se croiser, mais j'ai une question sur la notion de la disruption du goût. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de disruption de système.
nous, la disruption du système économique de la musique a clairement effondré l'économie en premier pour les créateurs. Je pense qu'il faut quand même le préciser, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le streaming ne nous rémunère pas. Une vidéo, pour moi, qui est diffusée 1,5 million de fois, représente 200 € dans 3 ans. 200 €, c'était 20 disques vendus à un café-concert il y a 10 ans avec rien pour produire le contenu. Donc la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on retrouve de la valeur pour pouvoir créer des contenus de qualité, côté musicien? Première question. Comment est-ce qu'on remet les artistes au centre de la chaîne de valeur? Et troisième question, comment est-ce qu'on provoque la disruption du goût? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les systèmes de plateformes que vous développez, où on peut avoir des recommandations, comment est-ce qu'on fait pour ne pas tourner en rond? Parce que moi, en tant que consommateur de musique, ma question aujourd'hui, pour pouvoir avoir des surprises, c'est comment je fais pour réinitialiser en permanence mes moteurs de recherche pour découvrir des choses que je ne connais pas et du coup des choses qui vont m'intéresser. Parce que sinon, voilà, je vais tomber toujours sur les mêmes compositeurs. Alors, les gars veulent et l'équipe veulent que vous alliez plus vite et plus loin, plus d'intelligence, plus de recofine, du mélange entre du mainstream et du moins mainstream. Comment vous positionnez là-dessus pour répondre à Greg? Moi, j'ai déjà la réponse pour la fin, en tout cas chez moi. Après, chez les autres, il va falloir que tu ailles les convaincre de changer de business model. Chez nous, c'est simple, hein, on ne va pas utiliser ce que tu as fait avant. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est ce que tu choisis. Donc, tu fais tes recherches, tu cliques, voilà. Et en gros, si tu aimes ça, on va te proposer tout un tas de choses qui ressemblent à ça. Et puis, tu peux même aller voir dans un autre pays et ailleurs. Et puis, quand tu reviens, c'est tout nouveau, faut recommencer. Et voilà, et puis après, si tu veux les conserver, tu pourras toujours les mettre dans ton cloud perso chez toi à toi. Ça ne me gêne pas, ou même partager ce cloud-là, mais sans que je sache qui tu es. Donc en réalité, c'est très très facile de sortir des bulles de filtre, parce que ton problème, c'est des bulles de filtre qui sont basées sur vous avez écouté ça, donc voilà. Et donc à la fin de la journée, surtout, il ne faut pas cliquer sur autre chose, parce que sinon, on va vous faire des recos à la con. Hein. Si jamais vous avez la tendance de cliquer sur bêtement du hard rock, même si vous ne aimez pas et que d'un coup le heavy metal vous avez envie d'essayer, juste après vous allez en avoir pendant 2 semaines, donc c'est sûr, ça peut être un peu fatigant. Et résultat, il faut partir sur autre chose. Donc autre chose, c'est justement quelque chose qui consiste à pouvoir explorer, pouvoir se balader, pouvoir choisir, pouvoir conserver sur la volonté des gens. Voilà. Et c'est pour ça que ce genre de partenariat ou la création carrément de contenus globaux, c'est des choses de demain, d'aujourd'hui, pour changer le goût, pour changer l'envie, et puis surtout, si j'aime Hurt de Michael Jackson où il fait que crier, j'aime pas Billie Jean, tu vois, c'est pas parce que j'aime Michael Jackson, j'aime ça. Donc qu'est-ce qui ressemble à ça et où? Et voilà, et je pense que ça, ajouté à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du direct to fan, ça c'est des vraies solutions pour demain. Des vrais, et pour maintenant en fait, hein. C'est juste que c'est planqué derrière d'autres beaucoup plus gros, mais on va laisser parler Pleasure et direct to fan. François, tu dis quoi toi aux artistes? Alors, tu leur dis quoi? Je vais répondre sur la première question justement par rapport à la vidéo, parce que je suis clairement dans cette thématique, puisqu'on propose la vidéo et on reverse derrière. Il y a toute une machine assez sombre et complexe qui fait qu'au final l'artiste, il se retrouve peut-être avec que des cacahuètes, il faut quand même le dire. Je viens de la décennie illégale, c'était la première question, comment vous avez vécu la transformation? Moi je l'ai vécu d'une manière illégale, puisque avec l'arrivée d'Internet, et bien du coup les ventes des CD et tout le reste s'est écroulé, et bien je pense que les technologies derrière sont pas arrivées à temps. Les alternatives pour ramener ces financements sont pas arrivées à temps. Et du coup, ce sont, à l'époque, je l'avais dit tout à l'heure, je travaillais chez Orange, donc on vendait des titres à l'acte. On se rendait compte que ça ne convenait pas aux utilisateurs, parce que comme ils avaient vu qu'il y avait Internet, et bien ils voulaient tout, maintenant, partout, tout le temps. Donc c'était ça la réponse. Donc il fallait trouver un système qui convenait, pour lequel ils étaient prêts à payer. Et c'est l'alternative, ça a été les abonnements de streaming. Problématique des abonnements streaming, effectivement, c'est que ça ne rémunère pas assez quand on a sur un faible volume. Aujourd'hui en France, on a 5% de la population, et c'est quand même une bonne nouvelle, qui a un abonnement streaming. Dès qu'on va augmenter ce chiffre, ça va ramener beaucoup plus de financement. Mais je pense que la réponse à ça, c'est aussi apporter d'autres alternatives à ça. C'est mon domaine, puisqu'il y a les abonnements streaming sur l'audio. Tu as parlé tout à l'heure de Qobuz, qui propose une alternative aussi de payer plus cher, un peu plus d'argent pour avoir de la haute qualité.
Il y a eu le lancement d'offres famille pour justement, tu payes aussi un package en plus et tu as des offres pour tous les membres de ta famille. Et dans mon cas, si tu n'as pas envie que de l'audio, mais tu veux aussi rajouter de la vidéo, eh bien on propose Plaisir. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure des startups. Ce sont ces alternatives-là qui vont permettre d'apporter plus de réponses et plus de financement à l'industrie de la musique. Mais pourquoi en Suède, plus de la moitié des adultes, plus de la moitié, là où on est à 5% en France, acceptent de payer 9,90 € par mois pour écouter de la musique, essentiellement avec Tidal ou surtout Spotify. Pourquoi? Et pas en France, et pas dans la majorité des pays qui ont accès à ces services? J'aurais deux remarques. La première remarque, c'est que tu parlais de Qobuz tout à l'heure. Qobuz se concentre sur un segment en termes de vente qui est très intéressant, c'est le segment des mélomanes, les gens qui étaient prêts à dépenser 1 000 € par mois pour de la musique. Le streaming, le piratage d'une part, et le streaming a coupé cette part significative de l'industrie musicale. Donc il faut reconstruire cette portion-là. Après, au niveau de la découverte musicale, 5% du catalogue mondial correspond à 90% des ventes. Ça signifie que 95% du catalogue reste pratiquement intouché. Presque 10 millions de titres sur Spotify restent inécoutés. Donc on a un réel problème. On doit grossir les publics. On doit grossir les publics en faisant un profil socio-culturel, je dirais socio-psychologique et musicologique de l'auditeur, pas pour l'épier, mais pour avoir de l'intelligence qui soutient son choix et sa recherche, pour qu'il trouve ce petit groupe à Oslo ou ce petit groupe ici à Nantes qui correspond exactement à ses goûts, même s'il est au Brésil. Du moment où on fait ça, on améliore, on enrichit l'expérience utilisateur, les gens sont prêts à payer plus et les acteurs, les musiciens auront plus d'argent. Et de libérer aussi au niveau du moteur de recherche un mode direct de rémunération des artistes qui ne soient pas dépendants des géants américains, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu culturel. Est-ce qu'on a suffisamment confiance dans notre esprit entrepreneurial pour proposer des solutions fortes et les mettre en avant et les appliquer ? Alors on peut glisser gentiment vers un sujet qui touche tout ça, qui est la fameuse intelligence, et ça touche autant les artistes que ceux qui font des services, l'intelligence artificielle. Ce que tu veux nous dire, c'est que probablement demain, les gens vont avoir un double d'eux-mêmes, parce qu'on aura compilé de la donnée, qui servira peut-être un jour aux artistes pour mieux comprendre leurs fans, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont en concert, etc., et pour quasiment arriver un jour sur de la prédiction, parce que les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'intelligence, probablement, c'est d'avoir le bon son, la bonne musique, au bon moment, en fonction de leur état d'esprit, en fonction de toutes ces choses-là. Comment, sur la partie artiste, vous, est-ce que c'est un truc qui vous intéresse de savoir demain qui sont les gens qui vous aiment, les gens qui vous écoutent, les gens qui viennent vous voir, ou pas? Mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que les gens veulent rester dans l'entre-soi en permanence et avoir des musiques et des artistes qui correspondent à ce qu'ils aiment déjà, ou est-ce qu'ils veulent découvrir d'autres choses, être surpris et emmener ailleurs? Et pour moi, le rôle des créateurs artistiques ou autres, c'est pas de rester sur un terrain connu, c'est d'emmener ailleurs. Donc on ne peut pas demander à un consommateur, si on pense en ces termes-là de musique, d'anticiper sur ce qu'il va aimer demain. Il y a une contradiction là-dedans, en fait. Et puis, il y a aussi cette chose, je trouve, qui pèse sur nos générations, c'est en quelque sorte la violence rapide d'avoir à être soi. C'est-à-dire qu'on nous demande tout de suite d'être défini musicalement. C'est-à-dire qu'à 14 ans, on va demander à quelqu'un, moi à 14 ans, je n'avais pas d'éducation musicale, mes parents ne sont pas musiciens, si on me demandait à 14 ans de choisir, et si ensuite j'étais condamné à retrouver en permanence les choix que je faisais à 14 ans jusqu'à la fin de mes jours, ce serait une catastrophe absolue. Je pense que je serais encore coincé sur East 17 ou son équivalent actuel. Du coup, comment est-ce qu'on fait, encore une fois, pour recréer le hasard dans la consommation et dans la découverte musicale, recréer cette notion hasardeuse, ce qui fait que moi, aujourd'hui, je vais être amoureux de musique classique parce qu'à un moment donné, je suis allé voir un concert c'était complètement inattendu, c'était pas la bonne soirée, pas le bon endroit. J'ai trouvé ça magnifique. Je redécouvre un pan culturel énorme, d'autant plus avec une génération qui n'a pas les habitudes de recherche que pour le coup nous on a. C'est-à-dire que notre génération, on avait encore cette culture d'aller chercher des choses, d'aller chez des disquaires, de demander, de lire de la presse, ce qui est quand même un gros problème sur la presse spécialisée aujourd'hui, de tout simplement
être dans une médiathèque et de dire, bon, alors j'aime bien en théorie l'électro, c'est quoi? Et de patauger dans les rayons en disant, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Je vais écouter pour découvrir. Aujourd'hui, on est tout de suite prescrit, on est tout de suite analysé, décortiqué, et on nous dit, soyez vous-même à 14 ans. Et je trouve ça assez terrible dans le fond, à perspective 10-15 ans en tout cas, sur les conséquences. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il faut qu'on passe d'un monde de catalogue, hey, vous avez 30, 40, 50 millions de morceaux, à un monde intelligent que ces gens-là ici doivent proposer dans le futur et rapidement pour rendre tout ça, redonner de la valeur, que ce soit plus vertueux, vivre des émotions. Vous avez utilisé des mots d'émotionnel. Et finalement, si je résume ce que tu veux dire, quand tu parlais de 14 ans, finalement la musique, c'est la vie. Et quand tu vis des émotions en écoutant ta création, vos créations, ou un live, ou une expérience avec d'autres, ça reste à un moment donné, que ce soit positif ou négatif, gravé ici. Donc on doit aider les utilisateurs, ce que nous sommes tous, à devenir de plus en plus intelligents. C'est peut-être là une des clés du futur de ce marché, / les technos de streaming ou autre chose, mais c'est probablement là la clé. Oui, je voudrais rebondir sur la question que posait Greg tout à l'heure. Sur la disruption du goût, moi, il me paraît clairement qu'on a beaucoup perdu. Que la longue traîne, ça n'existe pas sur le web dans la musique. C'est aussi une conséquence de l'explosion du marché. Si on doit écouter tous la même musique dans le monde entier, bah, ce sera encore plus mainstream. Et c'est ce qui se passe actuellement. On peut rêver d'autres choses. On y travaille un peu tous de notre côté. Juste sur le streaming, c'est peut-être un début d'effet positif. Les labels indépendants, c'est 30% du marché mondial. Dans le streaming, on arrive à 37, 40%. Il semble qu'il y ait des pistes de ce côté-là. C'est surtout à vous de choisir ce que vous écoutez et d'essayer d'aller chercher autre chose que ce qu'on veut bien vous mettre entre les oreilles. Ouais, mais il faut qu'ils puissent. Oui. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, pour tomber sur toi, c'est difficile sur le machin à 94% du marché, tu vois. Donc, résultat, il faut que ça soit possible. Donc, possible, ça veut dire de demander des alternatives, d'aller les chercher, et vous, de pousser dans l'autre sens pour que ça soit ouvert. Donc, c'est vraiment important, parce que ce que tu crées, ce que vous créez, et ce que même le B2B fait en proposant certaines alternatives, j'imagine, ce que tu fais et ce que tu fais, ça veut dire tout simplement donner le choix. Donner plusieurs choix, et pour obtenir les résultats dont vous parlez, ben aujourd'hui les technologies existent. Avec l'IRCAM, on a toutes les technologies pour vous dire ce que vous allez aimer au Brésil ou ailleurs, et puis si j'aime quelqu'un chez toi, proposer autre chose ailleurs. On a même des technologies pour être capable de dire, voilà, si vous écoutez ça, ben voilà tous les gens qui sont proches. Et puis il y a d'autres technologies ou d'autres choses toutes bêtes dans le direct to fan. Vangelis, que je connais plutôt bien grâce à Frédéric Rousseau et l'IRCAM, 98% de sa musique, personne ne l'a jamais entendu à part ses copains, chez lui à la maison. 2%, vous les connaissez tous, des chariots de feu à tout le reste. Donc 98% de sa musique, il est capable aujourd'hui de la mettre en direct to fan sur ta plateforme. Parce que c'est signé par personne, parce que c'est chez personne. Est-ce que c'est de la musique que vous aimeriez entendre? En tout cas, moi, j'étais absolument abasourdi de ce qu'il y a. Donc résultat, je crois qu'aujourd'hui, il faut repartir là-dessus. Il faut partir sur autre chose, et il faut repartir avec les technologies d'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, pour justement servir les humains et pas se servir des humains pour vous proposer évidemment ce qui rapporte le plus. Et ce qui fait le plus d'argent, que ce soit aux plateformes de streaming ou à celui qui paye même personne carrément avec juste de la publicité de temps en temps. Là au moins c'est zéro, ça va plus vite. Alors tu dis les technologies existent mais on les voit pas. Enfin on les voit pas dans nos outils habituels. Alors peut-être qu'on va, nous les premiers, on va pas aller chercher. C'est ce qui est innovant. Je pense que par rapport à ce qui a été dit précédemment, il y a le problème de définir, d'hyper-définir un client. Le problème, c'est qu'on n'est pas rock, on n'est pas ou électro, on est une personnalité multiple, donc il y a une diversité qui est à tenir en compte. Une personnalité musicologique, ça signifie que le samedi après-midi, avec ses parents, on aime écouter du classique, qu'on aime l'électro berlinoise le samedi soir ou le samedi matin à 4h du matin. Même chose. Pas vraiment. De même façon, il faut qu'on soit plus ambitieux dans l'émotion. Si on prend du traitement de signal, on gère entre 5 et 12 moods et de façon très imprécise. On n'est pas heureux ou triste, on est beaucoup plus complexe que ça. On est nostalgique avec une pointe d'optimisme. On doit pouvoir réussir à aller dans cette émotion-là.
le big data et puis l'intelligence, nous on fait de l'intelligence, on fait un algorithme humanisé évolutif. Ça signifie qu'on ne reste pas bloqué sur une perspective. L'auditeur doit être tout à fait autonome dans la manière dont il gère les choses. La technologie a une influence considérable. Les leaders du marché sont Pandora, qui a eu de Music Genome Project pour backer son service en radio digitale, et puis Spotify qui a acquis The Econest sur le plan du collaborative filtering. Ce sont ces compagnies qui leadent le marché, ce n'est pas Apple Music, ce n'est pas Google. Ça signifie qu'il y a une question de savoir qui aura cette puissance, et si cette puissance passera sur le pôle américain, sur du mainstream et les majors, ou si les acteurs indépendants se fédèrent, notamment, je crois qu'Impala et les Américains sont en train de créer une plateforme pour avoir des playlistings, une interface de playlisting pour les indés qui permet de les pousser. Comment on réduit la complexité d'un catalogue pour le présenter de façon plus intelligente aux agences de communication, à la synchro, pour que des titres, des perles du répertoire soient entendus à la place d'être laissés dans la poussière. Bon, je vois que tout ça est passionnel. Ce que je vous propose, il nous reste que quelques minutes, parce que la musique, finalement, c'est le cœur, c'est la vie, c'est notre histoire. Bas les masques, on enlève notre tenue de... On chante? Non, on chante. On ne sait pas chanter. Vous savez chanter? Non, non, on ne sait pas chanter. Vous savez chanter. Hein? Et j'aimerais que vous me proposiez un rapide tour de table pour clore tout ça sur vous en tant qu'humain. Qu'est-ce qui serait, on va être un peu idéaliste, qu'est-ce qui serait l'idéal dans les temps à venir? Quelle est la bonne alchimie, quelle est la bonne mesure pour que tout ce petit monde soit heureux, vive des émotions et partage des choses? Rapidement, s'il vous plaît. Moi, très rapidement, parce que c'est une notion que j'ai toutes ces années, pas tant que ça en années, mais quand même quelques-unes, sur la musique. J'aimerais bien que les gens comprennent que la musique n'est pas gratuite. C'est le problème, c'est que les gens ont tendance à penser que la musique est gratuite. Les abonnements premium qui sont à 10 €, il faut quand même rappeler que 10 € c'est moins cher qu'un album, alors que vous avez accès à toute la musique. Et on a ce paradoxe actuellement où on publie massivement sur des plateformes en gratuit des contenus, donc les gens pensent que c'est du gratuit et n'osent pas aller ou transformer vers ces abonnements premium qui rémunèrent plus les artistes et qui permettent d'avoir encore plus de contenu. C'est notre culture, c'est notre futur, donc voilà, la musique n'est pas gratuite, souvenez-vous de ça. Il y a beaucoup de gens derrière, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qu'il faut justement aider. Laurent? Oui, mais en disant ça, on pose le problème de pourquoi j'ai envie de payer, pourquoi j'ai envie d'avoir une relation fine avec mes artistes et pourquoi j'ai envie de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent vivre et me faire de la production et me produire des jolis produits que j'ai envie d'acheter. Je ne crois pas qu'en mettant la terre entière à disposition de tout le monde, on ait envie d'acheter tout ça. Donc, si j'ai un souhait à donner, c'est pouvoir recréer avec nos artistes, et merci à nos deux amis là derrière, qui créent de l'émotion. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller les voir, on a envie qu'ils vivent, et pour ça, on va payer pour eux. Tous les autres qui peinent à remonter des bas de catalogue, et ben, c'est plus compliqué. Oui, Pierre ? Moi, j'aurais envie, en tant que fan, de participer encore plus à la création, à la vie de l'artiste, à son processus créatif, enfin, à ce qu'il fait, à ses concerts, etc. Je trouve qu'on est un petit peu éloigné. Moi, c'est mon job, hein, donc j'ai envie que ça se fasse plus. Et je rêve d'une plus grande proximité avec ou les artistes. Je pense que dans sa vie, on est fan de 4-5 artistes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place non plus. Les trucs que moi j'écoutais il y a 15 ans, c'est ce que j'écoute encore maintenant, en plus des bonnes surprises. Et donc j'ai envie de construire sur cette relation-là. Ok, merci. Eric ? Moi, en fait, chez Quant, ce que j'ai vraiment envie aujourd'hui, c'est que l'ensemble des artistes qui ne sont pas encore référencés viennent s'y référencer, qu'on ait une plateforme globale, le plus globale possible, et surtout qu'on puisse penser au contexte. Penser au contexte. Je suis dans un hôtel presque japonais, j'ai envie d'y rentrer, d'avoir une musique qui m'emmène ailleurs. Voilà, et cette musique devrait rémunérer directement l'artiste au travers de blockchain ou autre. Il y a tout un tas de choses à penser autour de ça, et donc je veux ouvrir, trouver toutes les startups, les référencer tous, et vous donner le plus grand choix, parce que ça rapportera de l'argent à tout le monde, et ça, c'est garanti. Merci. Vincent ?
Je pense qu'on est déjà demain dans le sens où on est dans l'ère de l'Internet des objets, on est dans un univers hyper connecté. Moi, j'aimerais que la technologie serve l'artiste et puis ne remplace pas l'humain, mais soit mis à son service pour que l'humain puisse vivre plus proche de ses émotions et puis que les connexions, les réseaux, les influences et les émotions puissent circuler de façon libre dans un écosystème qui est plus gros, plus fort qu'avant. Eva, Greg. Pour conclure, la musique est gratuite. Nous, en tant qu'artistes, on trouve ça formidable, forcément. Je pense aussi qu'en tant que créatif, on est les derniers à défendre notre modèle économique parce qu'un créatif veut produire sa création coûte que coûte. Et qu'il y ait de l'argent ou qu'il n'y en ait pas, il y a toujours eu des artistes, il y aura toujours des créations. Donc la question, c'est comment on réfléchit collectivement pour mettre en place des modèles économiques qui permettent de refaire ou de faire mieux en termes de création et de création brute, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le problème, il est sur le financement de la production de qualité. Eva ? Je suis d'accord. Oui, ça me parle. Il y aura encore 1000 questions, ça donne envie de continuer, parce que ça donne envie d'aborder la thématique de la visibilité aussi, qui est liée aussi au streaming. Voilà. Mais c'était vraiment passionnant et je trouve ça chouette qu'il y ait des ponts, ces tables rondes. Nous, on travaille aussi sur la transdisciplinarité et discuter ensemble de ces sujets-là. Il faut qu'on s'en saisisse et qu'on en parle malgré le fossé géographique. Voilà. Non, là, c'était... Okay. Ouais, mais merci de nous avoir invités pour discuter de tout ça. Avant de remercier nos invités de 3 News Music pour clore Web Today, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à tous d'être venus de plus ou moins loin et que vive la musique. Les choses vont être formidables dans les prochaines années.